Bonjour. Il y a des milliers d'histoires d'apocalypse allant des invasions de zombies aux inondations à l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, on va te raconter l'intrigue d'une série qui donne à ses spectateurs une toute nouvelle perspective sur la fin du monde. Et si tu as peur de voler en avion, cela te donnera des frissons. C'est le milieu de la nuit. Un vol pour Moscou se prépare au décollage à l'aéroport de Bruxelles. À ce moment-là, plusieurs choses étranges ont lieu dans la zone d'embarquement. Une fille au téléphone avec une amie vivant à New York la voit s'évanouir soudainement. Un homme assis dans un café regarde des scènes étranges se déroulant dans d'autres pays à la télévision. De nombreuses personnes gisent au sol dans des positions bizarres. Quelques minutes plus tard, l'homme bouscule un garde armé d'un fusil d'assaut, prend l'arme et court vers l'avion le plus proche, celui à destination de Moscou. Gabrielle, une hôtesse de l'air, essaye d'arrêter l'intrus, mais elle abandonne et le laisse monter à bord. Il entre directement dans le cockpit et ordonne que l'avion décolle immédiatement. Écoute, si on décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer, tu comprends? L'homme blesse le pilote au bras gauche, mais il continue à refuser de décoller seul. Son copilote n'est pas encore arrivé. Le pirate de l'air se précipite alors dans la cabine et demande s'il y a un pilote parmi les passagers. Sylvie, une jeune fille, rompt le silence. Elle a piloté des hélicoptères par le passé. L'homme menace Sylvie de son fusil et force le pilote à décoller immédiatement et à voler vers l'ouest. Le pilote obéit. L'avion décolle. L'intrus se présente en tant que Tarnesio Gallo, major dans l'armée italienne, et le pilote dit qu'il s'appelle Mathieu. Le militaire explique qu'il a accidentellement entendu parler d'une anomalie imminente dans les quartiers généraux de l'OTAN. Le soleil s'est alors levé sur l'Asie et l'Amérique, et les prédictions de l'OTAN se sont réalisées. Les gens ont commencé à mourir au premier rayon de soleil. Maintenant, le trio doit mettre au point un plan. Pour compliquer les choses, les outils électroniques et moyens de communication à bord ne marchent pas. Gallo les a détruits en tirant au fusil. Gallo, Sylvie et Mathieu décident de ne pas expliquer ce qui se passe avec le soleil aux passagers, pour éviter qu'ils ne paniquent. Mathieu leur parle par un haut-parleur et leur explique qu'ils vont atterrir dans une autre ville avant de se rendre à Moscou. L'un des passagers, un jeune garçon arabe, a une étrange crise. Ayaz, un Turc, prend avantage de la situation pour s'emparer du fusil de Gallo. Il ordonne que le major soit enfermé dans les toilettes et il explique aux autres ce qui se passe. Mathieu obéit à ses ordres et lui dit que le pirate de l'air a perdu la tête. Ils vont atterrir en Islande, remettre Gallo à la police, puis se diriger vers Moscou. Si je faisais pas semblant, moi, de croire à sa psychose, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà, je dis la vérité. La situation à bord devient tendue. Laura, une infirmière, pense que le garçon arabe a un problème au ventre, mais elle ne comprend pas sa langue et elle demande un interprète. Un employé d'aéroport présent dans l'avion, Osman, se propose pour l'aider. Sylvie et Mathieu se préparent à atterrir à Reykjavik. Bien que les contrôleurs aériens ne leur répondent pas, ils descendent aussi bas que possible, mais ils se rendent compte que la piste d'atterrissage est couverte d'avions en flammes. Ils ne peuvent pas atterrir dans ces conditions. Les passagers et les pilotes se rendent compte que l'Italien ne mentait pas. Ils laissent Gallo sortir des toilettes et lui rendent son arme. Le militaire leur explique que pour sauver leur vie, il leur suffit d'éviter l'aube et de continuer à se diriger vers l'ouest. Cependant, leurs réserves de carburant s'amenuisent et Mathieu panique. Soudain, Sylvie propose une solution. Elle a découvert une base militaire en Écosse à proximité. Là-bas, ils auront une heure entière avant le lever du soleil pour faire le plein et décider de quoi faire ensuite. Pendant ce temps, l'état du garçon arabe s'aggrave. L'interprète réussit à comprendre une phrase dans ses mots indistincts. Toujours qu'il est d'avoir des diamants dans le ventre. Enfin, l'avion atterrit difficilement à la base écossaise. Un véhicule militaire mystérieux arrive jusqu'à la piste d'atterrissage et 3 soldats britanniques en sortent. Ils disent que leur seul espoir est d'embarquer cet avion. Laura essaie de réanimer le garçon arabe, mais il est déjà mort. Les passagers n'arrivent pas à décider quoi faire de lui. Alors, ils placent le corps dans le compartiment à bagages. Les passagers se dispersent dans la base aérienne pour trouver du carburant, de la nourriture et de l'équipement. Bientôt, l'avion décolle une fois de plus en direction du Canada. Pendant le vol, l'administrateur système Horst arrive à réparer le routeur et le Wi-Fi est disponible à bord. Certains passagers reçoivent des messages d'adieu de leurs proches. Rick, un Danois, trouve un article scientifique important qui explique que cette incroyable anomalie pourrait être due à l'inversion de la polarité du soleil qui aurait causé un fort dégagement de rayons gamma. Comme si des milliards de bombes à neutrons explosaient toutes les secondes. Ayaz demande à parler à Sylvie en privé. Il lui montre un article qu'il a trouvé par accident en cherchant sur internet des informations sur la base écossaise. Il a découvert que les soldats qui les ont rejoints à bord sont des criminels de guerre qui ont commis des atrocités en Afghanistan. Ayaz dit que ces hommes méritaient de mourir et que c'est inacceptable de les laisser rester dans l'avion. Sylvie va voir Mathieu dans le cockpit, où un pilote britannique a maintenant pris sa place et donne au commandant de bord des informations sur les soldats nouvellement arrivés en français. Le soldat se doute de quelque chose, mais ne comprend pas ces mots. L'avion atterrit sans problème.
Mathieu sépare les passagers en plusieurs groupes. Certains vont se rendre en ville pour trouver de la nourriture, d'autres vont chercher du carburant, et les derniers des appareils électroniques. Le pilote donne cette dernière tâche aux Britanniques, c'est une excuse pour se débarrasser d'eux. Mais ils refusent de partir seuls, et ils réclament que Gabrielle, l'hôtesse de l'air, et Jacob, le mécanicien, les accompagnent. Le groupe de soldats arrive au magasin d'électronique. Jacob demande aux hommes d'aller chercher les radios dans la réserve, mais il les enferme et ordonne à Gabrielle de le suivre en courant. L'hôtesse de l'air hésite, Jacob s'enfuit seul et a à peine le temps d'échapper aux criminels. Dès que Jacob arrive à la piste de décollage, les passagers verrouillent la porte de l'avion et se préparent à décoller. Mais les soldats britanniques sont déjà sur la piste et ils sont armés, ils commencent à tirer. Mathieu hésite à partir sans Gabrielle, mais Sylvie le convainc et il décolle. Après avoir atteint une altitude suffisante, Mathieu sort du cockpit et découvre qu'un des hublots est endommagé. Le pilote demande à Rick de surveiller la fissure et de lui indiquer tout changement. Horst dit à Mathieu qu'ils ont réussi à contacter un autre avion. Ils apprennent qu'il existe à Hawaï une base sous-marine dans laquelle a lieu l'entraînement d'astronautes. Une telle base devrait être protégée de toutes sortes de radiations, y compris au rayonnement solaire, donc Mathieu décide de voler vers Honolulu. Un peu plus tard, une urgence a lieu dans le cockpit. Sylvie et Mathieu commencent à suivre le manuel de pilotage, mais une alarme résonne peu de temps après, bientôt suivie par une autre. Le pilote dit que quelque chose a dû entrer dans la soute, et il essaie de désactiver le système. Ok, mais qui? Un des soldats. Il a dû escalader dans l'avion au moment du décollage. Non. Tout d'abord, Mathieu décide de gagner en altitude, où la température et la teneur en oxygène de l'air diminuent fortement. Mais il se souvient ensuite de cas où des voyageurs clandestins ont survécu pendant 10 heures dans la soute à bagages. Il y a donc une seule manière de se débarrasser d'un passager indésirable à coup sûr. Rick se rend aux toilettes et discute avec Gallo. Comme il est distrait, personne ne remarque que la fissure sur le hublot s'est agrandie et le verre explose. La cabine est dépressurisée, les masques à oxygène tombent et certains passagers ne réussissent pas à retourner à leur siège à cause du vent fort. Enfin, Jacob réussit à colmater ce trou dans la cabine avec une plaque en métal. Mathieu annonce aux passagers qu'ils n'arriveront pas à atteindre Hawaï avant l'aube et qu'ils doivent donc atterrir en Alaska. Sylvie indique à Mathieu que l'hydraulique de l'avion n'arrête pas de tomber en panne, ce qui signifie que les militaires dans la soute ont survécu après tout. Le pilote n'a pas le choix. Il envoie Gallo, Jacob et Ayaz dans la soute avec un fusil d'assaut. Quand le trio retourne à bord, tout le monde regarde Ayaz avec méfiance. Mathieu demande s'il est vrai que le Turc a ouvert le ventre du jeune arabe au Canada et en a sorti des diamants. Ayaz sort une poignée d'émeraudes de sa poche et explique qu'il s'agit de reliques nationales très anciennes. Il a payé le garçon pour les transporter, mais il n'a pas suivi les instructions et en est mort. Les passagers n'apprécient pas l'honnêteté d'Ayaz, ils le traitent de meurtrier et votent pour sa sentence. L'avion arrive en Alaska, et Mathieu informe les passagers qu'ils n'arriveront pas à se rendre à Hawaï suffisamment vite. Pour éviter le soleil, ils doivent voler vers l'ouest. La chose la plus logique à faire est de retourner en Belgique. Rick, pendant ce temps-là, propose de laisser Ayaz en Alaska. Les passagers décident de voter. Tout d'abord, tout le monde est hostile envers le Turc, mais ils sont soudain interrompus par le Major Gallo. Il annonce qu'il a prévu de se rendre aux quartiers généraux de l'OTAN à Bruxelles, où il pourra trouver des informations sur leur bunker. Il explique qu'Ayaz est le seul qui peut l'aider dans cette mission. Tu m'as sauvé la vie et je viens de sauver la tienne. Je suis pas ton pote. Horst entre dans le cockpit où se trouvent Mathieu et Sylvie. Il dit que plusieurs personnes se sont plaintes du goût des fruits et des légumes qu'ils ont ramenés du Canada. D'après lui, c'est la faute du rayonnement solaire qui, en plus de tuer les gens, change l'ADN de la nourriture. Sylvie remarque que pendant cette conversation avec Horst, Mathieu se comporte bizarrement. Il crie, s'énerve et transpire beaucoup. Rick et Ayaz le tirent hors du cockpit et les passagers demandent au pilote de se reposer un moment. Il dit qu'il va bien, il a juste besoin d'aller aux toilettes et de se passer de l'eau froide sur le visage. Après un moment, Sylvie remarque que Mathieu a disparu, et elle se rend compte qu'il n'est jamais sorti des toilettes. Tous les symptômes concordent. La blessure au bras de Mathieu a causé un choc septique. Laura dit que la seule manière de le sauver est d'amputer le tissu infecté. Les passagers la convainquent de réaliser l'opération, mais cela nécessite tout d'abord d'arriver à Bruxelles. Maintenant, Sylvie doit faire atterrir l'avion seule, et elle n'a jamais fait ça. L'équipe a environ 2h30 devant elle. Horst et Jacob ont découvert que la même chose est arrivée au carburant qu'à la nourriture. Il n'est plus utilisable. Tout le monde panique en entendant ça, mais Haussmann propose une solution. Il connaît un endroit à Antwerp où il conserve le kérosène sous l'eau, ce qui le protège du rayonnement solaire. Haussmann et Jacob s'y rendent en camion-citerne. Laura, avec les autres passagers, se rendent à l'hôpital pour opérer le pilote. Le trio, mené par le Major Gallo, arrive aux quartiers généraux de l'OTAN, mais ne trouve aucun document important dans la salle de réunion. Rick émet l'hypothèse qu'il y a des caméras qui enregistrent les conversations et se rend dans la cabine de sécurité pour les écouter. Seuls dans la pièce, Ayaz et Gallo continuent à chercher des indices dans les documents.
Le major italien fait plusieurs remarques insultantes à propos de la nationalité d'Ayaz, et il commence à se battre. À un moment donné, Gallo frappe son rival avec un objet lourd. Il a sous-estimé sa force. Ayaz gît au sol, immobile. Gallo laisse le Turc assommé par terre et va rejoindre Rick. Il dit qu'il a trouvé l'information sur le bunker. L'abri est en Bulgarie, et maintenant, ils ont même ses coordonnées. Le major propose de partir, il dit qu'Ayaz est déjà rentré dans l'avion. Mathieu survit à l'opération, et le groupe se dépêche de quitter l'hôpital pour retourner à l'avion. Rick et Gallo sont déjà sur la rampe, et le major fait semblant de ne pas savoir où est Ayaz. Enfin, toute l'équipe est à bord, et Mathieu est même de retour dans le siège du pilote. Ayaz n'est toujours pas là. Le pilote a presque pris la décision de décoller sans le passager quand Zara remarque quelque chose de suspect. Elle demande à Rick ce qui s'est passé aux quartiers généraux de l'OTAN. La vérité est bientôt révélée, et les passagers se rendent compte que Gallo a trahi son camarade. C'est au dernier moment, juste avant le décollage, que Sylvie et Mathieu voient une voiture avec Ayaz au volant sur la piste de décollage. Gallo est puni, on le menotte dans le compartiment technique. Jacob découvre que les coordonnées obtenues par Rick correspondent à l'emplacement d'une grosse usine hydroélectrique en Bulgarie. Cela signifie que le bunker est sous l'eau et peut réellement les sauver. Le seul problème est que les coordonnées sont incomplètes et qu'ils ont littéralement une demi-heure pour trouver l'abri. Enfin, l'avion atterrit. L'équipe se divise en deux groupes, un mené par Sylvie et l'autre par Ayaz. Au milieu du voyage, Ayaz se sent mal et à cause de lui, l'un des SUV a un accident. Elle bougera pas, on va finir à pied. Pendant ce temps, Sylvie, Mathieu et les autres passagers passent déjà le portail principal de la station. Le problème, c'est que le portail soumis à une forte tension se referme. La seule manière de le garder ouvert est de maintenir enfoncé un bouton. De manière inattendue, Gallo se porte volontaire. Sylvie accepte, mais elle laisse l'une des mains du major menottée à un poteau. Le groupe d'Ayaz arrive à proximité du bunker. De l'autre côté, il n'y a pas de portail, seulement une clôture électrique. Ils n'ont pas le temps de trouver un autre chemin, et Hort a une idée ingénieuse. Ils utilisent les pneus comme terre pour ne pas être électrocutés. Pendant ce temps, Sylvie et son groupe ont déjà trouvé la porte du bunker, et ils l'ont ouverte. Il reste seulement 1 minute avant l'aube. Pendant tout ce temps, Gallo essaie de se libérer, mais quand il voit les premiers rayons du soleil, il se résigne à mourir. Le groupe d'Ayaz atteint enfin le bunker, rejoint celui de Sylvie et descend les escaliers. Là, ils sont bloqués par des soldats armés. Où est Sylvie? Mais... Après s'être assuré qu'il s'agit d'alliés, les militaires les laissent entrer dans le bunker. Plusieurs douzaines de personnes sont à l'intérieur, y compris Mathieu et les passagers. Que ferais-tu face à une telle anomalie? Chercherais-tu toi aussi une manière d'éviter les rayons mortels, ou accepterais-tu ton destin et passerais-tu tes dernières heures entouré de tes proches? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, et n'oublie pas de soutenir la vidéo en laissant un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les histoires de films les plus palpitantes.